Bonjour Eva. On vous retrouve pour votre chronique politique comme chaque lundi. Vous êtes directeur de la rédaction d'ActuJ. Alors, à la veille de l'ouverture du salon aéronautique de Paris au Bourget, un scandale. Les organisateurs de l'événement ont exigé au nom du gouvernement français le retrait de plusieurs systèmes d'armement offensifs exposés sur des stands israéliens. Mais ça, c'est que la première partie du problème, parce que la seconde partie, c'est que ce matin, on a découvert que les stands israéliens étaient encerclés par des panneaux, des cloisons noires. Qui est responsable de ça déjà? Est-ce que c'est le gouvernement français? Parce qu'un salon aéronautique, c'est quand même quelque chose d'important. Alors, je ne vais pas me prononcer sur les responsabilités, mais en revanche, elle témoigne d'un climat d'ostracisation d'Israël qui est paradoxal, puisque comme nous l'analysions dès vendredi, cette opération qui fédère en quelque sorte autour d'elle tous ceux qui ont peur de l'Iran, a quand même contribué, qu'on le veuille ou non, dans une partie de l'opinion et dans les chancelleries, y compris la chancellerie française, à redorer le blason d'Israël. Donc c'est tout à fait lamentable, regrettable et condamnable. Comment ça s'explique ça? Ça rappelle un peu la maxime de Clermont-Tonnerre, tout accorder aux Juifs en tant qu'individus, ne rien leur accorder en tant que nation. C'est une vieille tradition française? Non, je dirais pas ça, parce que la France, vous savez, vis-à-vis de l'expression de l'aspiration à l'autodétermination nationale du peuple juif, a toujours eu des traditions très différentes. Il y a des traditions qui l'ont condamné, mais il y a beaucoup de traditions, notamment d'ailleurs dans la gauche française historique, qui ont accompagné cette aspiration légitime à l'indépendance, à l'expression de l'affirmation stato-nationale. Donc je ne pense pas qu'on puisse essentialiser négativement la France comme ça. En revanche, il y a aujourd'hui... Comment vous qualifiez alors cette décision? Elle est grave, elle est antisémite, elle est anti-israélienne? Non, mais elle est grave et elle est anti-israélienne, elle est parfaitement inappropriée, et ceux qui sont à son origine, que je ne connais pas, devront s'en expliquer, s'en excuser, à mon avis, sans tarder. Alors, autre question. La France, vous l'avez dit, effectivement, les opérations israéliennes contre le nucléaire iranien ont tendance à fédérer, en tout cas davantage évidemment que la guerre à Gaza, qui continue, il faut le rappeler. Alors, on a appris que la France n'était pas intervenue pour défendre Israël, car elle n'a pas été sollicitée, a dit le président Emmanuel Macron. Mais pourquoi donc n'a-t-elle pas été sollicitée? Ce matin, sur Radio J, Joshua Zarka, l'ambassadeur d'Israël en France, répond à la question. C'est une défense qui est organisée par un groupe de pays. Pourquoi exactement nous n'avons pas sollicité la France, l'aide de la France, c'est difficile à dire. Je dirais peut-être que, vous savez, certaines des tensions qu'il y avait eu dernièrement pouvaient peut-être nous donner le sentiment qu'il fallait quelque chose de stable, disons. Joshua Zarka, ambassadeur d'Israël en France, ce matin dans le 6-9 sur Radio J. Alors ça, plus le salon aéronautique de Paris au Bourget, ça veut dire quoi? Que la France n'est plus considérée comme un allié d'Israël? Alors, là encore, nuance, Eva. Vous avez raison, factuellement, ils veulent quelque chose de stable. C'est ce que son Excellence Joshua Zarka dit. Il maîtrise très bien la langue française. C'est d'ailleurs sa langue maternelle, puisqu'il a grandi dans la région parisienne. Donc, il sait ce qu'il dit. Stable, ça veut dire où il n'y ait pas de changement de pied. Et donc, effectivement, ce qui a dû beaucoup agacer les officiels israéliens, c'est on va dire, le caractère fluctuant, pour être gentil, des positions françaises ces derniers mois. C'est le en même temps d'Emmanuel Macron. Oui. Et puis, très récemment, il ne faut pas se leurrer, l'annonce en grande pompe du désir de reconnaître à terme, voire à court terme, un État de Palestine. Mais pour autant, là, justement, il faut être très nuancé. Il y a tout de même, dans beaucoup de plans, et notamment sur le plan sécuritaire du renseignement, une étroite coopération franco-israélienne qui se poursuit en dépit du différent politique. Vous voyez, il faut dissocier les deux niveaux. Et donc, je crois que l'ambassadeur d'Israël en France est très bien placé pour le savoir. Et donc, quand il dit ça, là aussi, il n'essentialise pas de manière négative la France. Il considère juste que c'est peut-être pas la priorité de l'avoir dans la coalition des nations en défense. Alors justement, Israël dans sa guerre multifront, déjà plus de 600 jours que la guerre a commencé à Gaza, et puis maintenant ce nouveau front en Iran. Est-ce qu'Israël peut se passer d'alliés quand bien même certaines choses ne lui plaisent pas, comme la reconnaissance d'un État palestinien, parce qu'on voit pas trop le rapport avec l'Iran là? Pardon, comme à l'accoutumée, vous posez les questions essentielles. Vous mettez le doigt sur l'essentiel. On va voir. C'est-à-dire, est-ce que dans les jours qui viennent,
afin de parvenir à ses fins, c'est-à-dire de neutraliser le programme d'enrichissement atomique du régime de la molacratie iranienne. Est-ce qu'il va être possible à Israël de se passer d'aide logistique? On pense notamment à celle des États-Unis, mais aussi à d'autres alliés qui viendraient de l'Union européenne. Pour l'instant, nul n'a la réponse. Ce qu'on peut envisager, c'est qu'au fil des jours, cette opération qui, encore une fois, dans l'Occident globalisé, vous voyez, si on raisonne du Japon au Canada et de l'Australie à l'Union européenne, n'est pas négativement perçue, va probablement fédérer des coopérations grandissantes. Mais ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que Donald Trump, par exemple, dernièrement, dit tout et son contraire. Oui, lui aussi. Et en fait, les États-Unis apportent quand même leur soutien à Israël. Alors pourquoi Emmanuel Macron, la France pourrait pas? Alors, vous avez parfaitement raison. Là, je pense qu'il y a des choses qui sont liées, encore une fois, aux dernières semaines qui ont tendu les choses entre la France et Israël. Pas jusqu'au point de rupture, mais jusqu'à un certain point de... Ça veut dire que vraiment, l'État palestinien, c'est central dans la politique étrangère israélienne aujourd'hui? De ce gouvernement, oui. Absolument. Ce serait un gouvernement, vous voyez, composé avec des centristes, voire des travaillistes. Ça se poserait sans doute différemment. Mais là, effectivement, dans la perception de Benyamin Netanyahou et des personnes qui l'entourent, c'est un casus belli, si j'ose dire, vous voyez, pour employer une célèbre expression latine. Donc, je crois qu'il y a ça. Mais par ailleurs, dissociez bien le différend politique, qui est évident, qui s'est étalé sur la place publique d'ailleurs, avant même la proclamation de l'État de Palestine, de la coopération sécuritaire en matière de renseignement, etc., qui se poursuit, notamment entre les services français et le Mossad. Alors, on va rester dans la politique, mais en France. Le numéro 1 du PS, Olivier Faure, renvoie dos à dos Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon après les déclarations de Jérôme Guedj sur le leader LFiste. Il l'a traité et il a dit que ça lui faisait de la peine parce que c'est vrai que Jérôme Guedj, ça a été un proche de Jean-Luc Mélenchon. Il l'a traité de salopard antisémite. Comment est-ce que vous voyez la prise de position d'Olivier Faure, le numéro 1 du PS, qui, ces derniers temps, semble plutôt pencher contre la ligne du PS incarnée par Jérôme Guedj ou Nicolas Maillère-Rossignol, etc. Alors, je vais vous faire une réponse en deux temps. Sur le fond, évidemment, Jérôme Guedj pointe quelque chose de très juste, qui est cette évolution, ou plus exactement cette involution idéologique de son ancien mentor. Je crois qu'il avait une relation très étroite dans le département de l'Essonne. C'est pour ça que ça lui fait de la peine. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles il a dit une insulte. Ça lui fait sincèrement de la peine. Et je comprends sa peine et il a raison sur le fond. Maintenant, vous m'autorisez juste cette incise. Et vous allez voir que ça ne donne pas raison à Olivier Faure pour autant. Je ne suis pas sûr que dans le combat politique, en règle générale, l'injure, qui est une grande tradition française, je le reconnais, mais que l'injure soit bienvenue. D'ailleurs, il y a des injures qui ne passent pas et il y en a d'autres qui passent selon les personnes qui les profèrent. Là, en l'occurrence, c'est vrai qu'une partie du Parti socialiste applaudit Jérôme Guedj tant sur la forme que sur le fond. Moi, à titre personnel, je vais vous dire, puisque là, j'éditorialise avec vous, je l'applaudis sur le fond. C'est-à-dire, je pense qu'il y a moyen, quand on est un responsable public qui connaît la langue française comme Jérôme Guedj, de dire la même chose d'une autre manière. Alors maintenant, ça, une fois que c'est dit, est-ce que c'est juste un désaccord? Parce que on se souvient tous des propos de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est juste un désaccord entre Jérôme Guedj et Jean-Luc Mélenchon? Non, c'est le révélateur, et vous savez très bien que j'allais en venir là, c'est le révélateur du fait qu'il y a plus que jamais, selon la prophétie de l'ancien Premier ministre Manuel Valls, deux gauches irréconciliables, non pas à l'intérieur même de la gauche, mais aujourd'hui on le voit, et ça va vous intéresser, à l'intérieur même du Parti socialiste, d'où le renvoi dos à dos par le premier secrétaire réélu. Olivier Faure, ça veut dire pour lui l'antisémitisme c'est pas important? Alors, je ne dirais pas ça exactement comme cela, car il a eu des déclarations, là aussi il faut être équitable, fermes et sans ambiguïté contre l'antisémitisme. En revanche, dans le cadre de son mano la mano ambigu, plein d'ambivalence à l'égard du chef de la France insoumise, dont il sait d'ailleurs qu'il aura besoin du soutien dans beaucoup de municipalités socialistes en mars 2026 lors des municipales. Dans ce cadre-là,
il est l'homme qui ménage la chèvre et le chou. Et donc, à ce titre, effectivement, il veut jouer un peu les casques bleus, vous voyez, du genre, arrêtez de vous chamailler comme ça, de toute façon, on aura affaire ensemble. C'est ça que ça veut dire. Le message implicite, c'est ça que ça veut dire. Justement, on va voir s'ils auront affaire ensemble ou si c'est le premier acte d'une scission, peut-être à l'image du congrès de Tours en 1920, mais ça, on en reparlera très vite avec vous, j'en suis sûre, Alexis Lacroix, puisque malheureusement, je pense que l'actualité fera qu'on sera obligé d'en reparler. Scission du PS, au sens partidaire du terme, non. Division idéologique grandissante au sein même de la même maison, je pense que oui. Merci beaucoup Alexis Lacroix, directeur de la rédaction d'ActuJ, pour votre chronique politique, bien sûr à podcaster sur radioj.fr. Radio J.